Bonjour les amis, Actadeus, épisode numéro 7 de Détecmission. Aujourd'hui, on va parler de comment débuter la détection avec un petit budget. On abordera 3 points essentiels: la législation, comment bien choisir son détecteur de métaux avec un petit budget, et puis l'outil indispensable pour pouvoir détecter, bien choisir sa pelle. Voilà, je vous laisse regarder et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à une question que se posent la plupart des prospecteurs débutants, à savoir où a-t-on le droit de détecter en France? Il faut savoir qu'en France vous avez le droit de détecter partout, à 2 conditions. La première c'est d'avoir toujours l'autorisation du propriétaire et la deuxième c'est de ne jamais détecter sur site archéologique. Si vous respectez ces 2 conditions, vous vous inscrivez dans le cadre de la détection de loisirs qui est libre et tolérée. Malheureusement, sur Internet, on peut lire tout et son contraire. Il y a des choses qui sont fausses, des choses qui sont interprétées. Nous, on va vous raconter vraiment ce qu'il en est. Et pour cela, on a utilisé des Playmobil pour reconstituer des scènes de la vie courante du prospecteur. La condition numéro 1, c'est de ne jamais détecter sur un site archéologique qui soit en cours de fouille ou qu'il ait été fouillé. Sachez aussi que si un site archéologique est recouvert d'un parking ou d'un immeuble, il reste un site archéologique même dans 200 ans. La détection sur site archéologique est réservée aux professionnels de la détection, c'est-à-dire aux archéologues qui, eux, seuls obtiendront l'autorisation préfectorale. Maintenant, la question qui découle de ça est qu'est-ce qu'un site archéologique? Un site archéologique, ce n'est pas forcément un endroit où vous avez une pancarte qui va vous dire « attention, site archéologique ». Ça peut mettre un endroit complètement au hasard, sans aucune substruction, aucune pierre, aucune tégula et même sans aucune cible métallique. Imaginez un site préhistorique, par exemple. Donc, il faut faire attention. Si vous vous trouvez sur un endroit où vous commencez à trouver 4-5 monnaies romaines, même au milieu de nulle part, il faut vous dire que ce site peut potentiellement intéresser l'art, l'archéologie et l'histoire. Et là, vous tombez sous le coup de la loi. Sachez qu'en dehors des sites archéologiques, il vous reste donc énormément de terrains que vous pouvez prospecter. En dehors des sites archéologiques, les plages de débarquement sont interdites. Il y a aussi quelques arrêtés municipaux locaux sur les plages qui interdisent la détection. Et la région Picarde qui est interdite aussi, et certains champs de bataille comme Verdun. En dehors de ça, pas de souci. La deuxième condition, c'est d'avoir toujours l'autorisation du propriétaire. Il faut sachez qu'en France, il n'y a pas de terrain sans propriétaire. Il y a forcément des propriétaires privés ou publics. Prenons l'exemple des forêts. Vous avez les forêts communales, donc là qui appartiennent à une commune. Il faut demander l'autorisation au maire. Vous avez les propriétaires privés. Il faut savoir que sur une parcelle, quelquefois, vous pouvez avoir des dizaines de propriétaires qui ont quelques mètres carrés de bois et c'est très difficile de les retrouver. Et le troisième propriétaire, c'est l'État, donc c'est nous en fait, c'est le peuple. Sauf que là, on a un gros problème, c'est qu'il faut demander l'autorisation à l'ONF et ils ne vous la donneront jamais. Bon, je sais que c'est révoltant parce que c'est le bien public, mais ils ne la donneront jamais pour des raisons qui leur appartiennent. Maintenant, les plages. Les plages, la détection, elle est tolérée, sauf sur les plages du débarquement. Seulement si vous détectez sur une plage, on vous déconseille fortement d'y aller l'été pour ne pas jeûner les estivants. Ce qui se passe, c'est que des prospecteurs sans scrupules ont fait un petit peu n'importe quoi sur les plages et donc maintenant on a des arrêtés préfectoraux, on a des arrêtés municipaux sur certaines plages qui sont interdites à la détection. Il y a aussi certaines plages où il y a quelquefois des épaves qui rejettent des choses et ces plages-là sont interdites, mais encore une fois, on les compte sur les doigts d'une main. Dernier cas, c'est celui des champs. Et là, il faut bien faire la différence entre le propriétaire et l'exploitant. Le mieux, c'est d'avoir l'autorisation et du propriétaire et de l'exploitant. C'est très simple. Pour demander une autorisation, vous pouvez aller sur le cadastre, essayer de repérer le propriétaire d'une parcelle. Ça se trouve sur Internet. Vous pouvez aller en mairie aussi. Mais le plus simple, c'est de l'attraper pour lui demander l'autorisation quand il est en train de semer ou de récolter. Prenez toujours des parcelles au hasard. N'oubliez pas de demander aussi à l'agriculteur s'il est au courant de la présence d'un site archéologique ou non sur ces parcelles, car s'il y en a un, vous n'avez pas le droit de détecter. En fait, les agriculteurs, on a remarqué depuis des années qu'ils préfèrent donner l'autorisation verbale. Mais si toutefois vous voulez une autorisation écrite, sachez qu'il y a un modèle imparable qui vous évitera tous les ennuis qui se trouve sur le site Vive la détection dans la partie documentation. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser sur le terrain. Sachez que pour obtenir une autorisation, il y a aussi un moyen qui marche à chaque fois, en fait, c'est de se rendre utile. Les agriculteurs ont toujours besoin de retrouver leurs bornes. Quelquefois, ils ont perdu des pièces de charrue qui valent assez cher, donc il faut les retrouver. Et enfin, si vous détectez dans un champ, vous pouvez sortir tous les morceaux de charrue, les pics, tous les morceaux de ferraille qui pourraient abîmer soit une moissonneuse, soit crever un pneu. Et ça, généralement, les agriculteurs vous mettront même à disposition un seau où vous pouvez dépolluer leur champ. Et là, ils seront très reconnaissants.
sachez en fait que si vous ne demandez pas l'autorisation à un propriétaire, eh bien, ils peuvent vous chasser du champ ou même appeler les gendarmes. Mettez-vous un petit peu à leur place. Imaginez que quelqu'un vient détecter dans votre jardin sans avoir demandé l'autorisation. Je pense que vous ne seriez pas content. Si vous respectez ces deux conditions, à savoir la détection hors site archéologique et avec autorisation du propriétaire, vous ne serez pas embêté par la police, la gendarmerie. Vous ne risquez rien. Quelquefois, on peut vous contrôler, mais la loi est claire. Quand le législateur a fait la loi en 89, il a bien précisé que l'autorisation administrative n'était que pour une détection archéologique. N'en déplaise à nos détracteurs, n'en déplaise à tous ceux qui font des articles anti-détection, la détection de loisirs hors site archéologie est tolérée et libre. Enfin, sachez que si vous obtenez l'autorisation d'un propriétaire, mais qu'il y a un site archéologique sur l'endroit que vous avez détecté, cette autorisation n'est pas suffisante. Même si le propriétaire vous donne l'autorisation. Parce que ça reste un site archéologique qui soit privé ou public. Mais encore une fois, vous avez quand même beaucoup de terrains à prospecter qui n'ont pas d'intérêt archéologique ou historique et donc de nombreuses belles trouvailles à effectuer. Bonne détection à tous et à bientôt. Voilà les amis, nous avons vu le premier point essentiel pour débuter la détection sur la législation. Donc si vous respectez toutes ces lois, vous pouvez détecter librement. Voilà, on va aborder ensemble le deuxième point de cette vidéo, comment bien choisir son détecteur de métaux avec un petit budget. C'est parti! La détection de métaux est vraiment le plus beau des loisirs. Et pour bien débuter dans ce loisir, rien ne vaut le nouvel Eurotech de Technetics. Il n'est vendu qu'à 189 € et c'est ainsi le détecteur le moins cher pour débuter. L'Eurotech travaille à la fréquence de 16,6 kHz. Il est très simple à utiliser, léger, ergonomique, très réactif. Il conviendra à un enfant comme à un adulte. Nous allons vous montrer ce que ça donne sur le terrain. L'Eurotech se distingue des autres appareils d'entrée de gamme. Ce n'est pas un simple turn and go comme l'ACE de Garrett ou les petits Coinmaster, voire le Compadre de Tesoro. Non, vous pouvez lui régler le niveau de rejet des métaux comme vous le souhaitez. Vous l'allumez, vous réglez en quelques secondes la discrimination, la sensibilité, et c'est parti. Vous voilà prêt à détecter. Notez que l'Eurotech est capable de garder en mémoire vos réglages si vous maintenez la touche menu enfoncée pendant 8 secondes. En termes de puissance, on le met à fond à 10 sans aucun problème. Il reste stable. Il fait donc aussi bien en profondeur que tous les détecteurs dans cette gamme de prix, la stabilité en plus. Pour ce qui est du rejet des ferreux, si vous mettez la discrimination à 10, on rejette seulement les tout petits ferreux, comme les éclats de fer. À 20, on enlève plutôt les clous de petite taille. À 30, on retire les gros clous. Et à 40, la plupart des objets ferreux de petite taille et de moyenne taille sont rejetés. Je vous conseille de vous mettre à 39 comme sur la plupart des Technetics haut de gamme T2, G2, 8000. Ce réglage vous permet d'enlever suffisamment de déchets ferreux sans pour autant atteindre à l'aluminium qui vous condamnerait par là même à éliminer les petits bijoux en or et de nombreux alliages intéressants comme le billon, l'électrum ou le potin. Il faut donc veiller à ne pas dépasser 39 pour ne pas par là même rejeter les petits bijoux et alliages qu'on retrouve en Europe dans bon nombre de monnaies et ce depuis l'Antiquité. D'ailleurs, ces conductivités moyennes bénéficient d'une tonalité rallongée que vous ne pouvez pas manquer, un peu comme sur les hauts de gamme de la marque que sont le T2, le G2 et le redoutable de Tesoro. La grande force de la série Eurotech est sa réactivité encore améliorée par rapport à l'Alpha 2000 qui enterrait déjà depuis 2010 tous les autres concurrents et notamment l'ACE 250 de Garrett. En ce qui concerne la conception, il est plus léger et robuste que ses concurrents, ne souffre d'aucun jeu dans la canne grâce à ses bacs de serrage, son repose-bras non plus ne casse pas. Il fonctionne avec une pile de 9 volts qui vous procurera plus de 20 heures d'autonomie. Donc voilà pour mes réglages, ça va être très simple. Donc j'allume mon appareil, j'appuie sur menu, donc la sensibilité on va la monter à 10 au maximum, on va régler notre discret à 39 pour commencer et on descendra après aux alentours de 30. Voilà.
une balle de mousquet. Un potin gaulois. Une belle capsula. Vous l'aurez compris, l'Eurotech est le meilleur détecteur pour débuter en dessous de 200 €. Plus fin que l'Alpha 2000, un peu plus réactif, il est largement meilleur que l'ACE 150 de Garrett ou que les autres appareils à très petit prix. Il est multiton et très simple à utiliser. On règle le rejet du fer avec précision comme on le souhaite, comme sur un haut de gamme. Il ne pèse que 1,2 kg et est de surcroît très bien équilibré. Un enfant comme un adulte pourra s'en servir très facilement sans avoir mal au bras. Son prix est de 189 € et à la boutique du fouilleur, on vous rajoute gratuitement le protège-disque qui n'est pas inclus normalement. Il est garanti 5 ans comme tous les Technetics et cerise sur le gâteau, vous pouvez lui adjoindre tous les autres disques de la gamme à part ceux du T2 grâce notamment à un petit adaptateur vendu en option. Il est donc évolutif. N'oubliez pas que ce détecteur est testé dans le numéro 47 en compagnie de son grand frère, l'Eurotech Pro. Pour 90 € de plus, le Pro reprend toutes les forces de l'Eurotech avec en plus un réglage du volume sonore, du volume fer ainsi qu'un pinpoint et un troisième ton accompagné d'une alerte fer. A très bientôt pour de prochaines vidéos et bonne détection! Et voilà les amis, on a vu les deux points essentiels pour bien débuter la détection de métaux. Le premier point, la législation. Le deuxième point, bien choisir son détecteur de métaux avec un petit budget. Maintenant, il reste un outil indispensable pour pouvoir aller détecter. Bien sûr, c'est comment bien choisir sa pelle en détection. Je vous laisse regarder. Avec quoi creuser? Si vous posez la question à une assemblée de prospecteurs, vous aurez autant de réponses qu'il y a de prospecteurs. Pourtant, ce n'est pas si difficile. Si vous êtes dans le sud de la France, vous avez un terrain très dur, une vigne, vous êtes dans la garrigue ou tout simplement dans une zone montagneuse, il ne faut pas utiliser une pelle, il faudra utiliser un piochon. Des piochons, il en existe plein, ça va d'une trentaine d'euros à une centaine d'euros. Pour les modèles Estwing par exemple. Si vous vous trouvez dans un parc, vous ne voulez pas laisser de traces derrière vous, vous n'allez pas profond, c'est ce que les Américains adorent, hein, les parcs, et bien ils utilisent un couteau de fouille. Voilà, le voilà, ça c'est le modèle Garrett. Ça vaut pareil une trentaine, voire une quarantaine d'euros. Si vous détectez dans un puits ou dans un lac, on utilise des aimants ou une griffe de puits. Si vous êtes à la plage, il faut utiliser une gammade, c'est-à-dire un extracteur avec au bout une pelle tamis. Pour une détection de tous les jours, on utilise une pelle. Les pelles, il y en a plein. Les longues pelles, c'est ce qu'on appelle les bêches, c'est des bêches de jardin. La plus populaire chez les prospecteurs, c'est la pelle Fiskars. Le problème, c'est que la pelle Fiskars, ou une bêche en général, ça mesure 1,20 m, donc ça ne tient pas dans un sac à dos. Donc vous n'êtes pas très discret. Si vous vous baladez en forêt avec ça sur le dos, avec votre détecteur, et tout simplement, si vous tombez sur quelqu'un de l'ONF ou un passant, ils vont se demander tout de suite mais qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la forêt avec sa pelle, et donc vous attirez l'attention et c'est pas trop ce qu'on veut en ce moment. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il va enterrer un cadavre, il fait quelque chose de louche, donc on veut pas ça. C'est pour ça que les prospecteurs, ils aiment rester discrets, donc ils utilisent des mini-pelles. Une mini-pelle, ça fait pas 1,20 m, ça fait entre 60 et 80 cm, donc ça tient dans le sac à dos.
Le premier type de pelle, ce sont les mini-pelles. On les trouve sous plusieurs marques, mais elles sortent toutes de la même usine. On les trouve par exemple sous le nom All Black, le nom Draper, le nom Mob ou le nom Roughneck. C'est des pelles qui sont légères, elles tiennent dans le sac à dos et elles sont pas chères parce qu'elles valent entre 25 et 30 euros. Le problème, c'est que si vous l'utilisez dans un terrain dur ou si vous faites levier avec une trop grosse motte, et tout simplement, vous allez casser le manche. C'est à peu près toutes les mêmes, vous voyez comment c'est fait, ici on a la même chose. Là, le petit désavantage de la Draper, c'est, vous voyez, ici, il y a un espèce de petit ergot qui risque de casser un petit peu plus facilement. Ce sont des manches en bois, il y a plus ou moins vernis dessus, mais ça, c'est la même chose. C'est les modèles les plus vendus et les plus populaires de par leur prix, leur poids et leur compacité. Toujours dans un esprit de légèreté et de compacité, nous avons les pelles Blackada. C'est une marque qui équipe les prospecteurs depuis une vingtaine d'années. C'est des pelles anglaises. Là, vous avez la Bigfoot et la Invader. C'est des pelles qui font à peu près 500 grammes, très légères. Mais c'est pareil, c'est comme pour ces petites pelles-là. Si vous la mettez, si vous l'utilisez dans un terrain qui est très dur, elle risque de se plier. Donc, pour un champ labouré ou une forêt, c'est très bien. Maintenant, pour un terrain dur, vaut mieux éviter. Troisième option, c'est les pelles pliables de l'armée. On avait les pelles allemandes, c'est-à-dire c'était des pelles qui se pliaient. Vous aviez les pelles américaines aussi qui se vissent. Malheureusement, ces pelles qu'on trouve en surplus, il y en a de moins en moins. Donc si vous tombez sur une, prenez-en une. Faites attention aux copies chinoises qu'on trouve en grande distribution. C'est les pelles de camping, ça faut laisser tomber au bout de 2 sorties, tout simplement, elle va casser. Technetics et Fisher ont ressorti tout simplement des pelles de l'armée américaine qui se vissent. Alors ce qui est absolument génial, c'est qu'elles sont super compactes. Et la qualité de fabrication est vraiment au rendez-vous. Elles peuvent faire pelle piochon aussi, donc c'est un excellent choix. Elle peut rester à chaque fois dans votre sac en pelle de secours ou en pelle principale et elle restera avec vous de nombreuses années. Autre option, les pelles anglaises GR Stainless. Ce sont des pelles qui sont fabriquées en petite série. Elles sont très résistantes, elles sont en acier inoxydable aussi. Le petit problème, c'est qu'elles coûtent entre 70 et 80 euros. On en a testé pour vous il y a 1 an et on a réussi à en tordre. Donc si vous cassez ou vous tordez une pelle qui coûte entre 20 et 30 euros, c'est pas très grave. Par contre, si vous tordez une pelle entre 70 et 80 euros que vous avez fait importer d'Angleterre, vous risquez de ne pas être content. Donc pour l'instant, vaut mieux laisser de côté ces produits-là parce qu'en fait, le rapport qualité-prix n'y est pas. Donc vous aurez compris qu'il faut trouver le compromis entre compacité, poids et robustesse. Et à ce petit jeu, on a cette pelle-là. C'est la pelle Jackal. Elle est fabriquée par Blackada, sauf que la différence, vous voyez, là, le tube est 2 fois plus épais. C'est-à-dire que cette pelle est incassable. Ça fait 3 ans qu'on la vend, jamais un client n'en a cassé, pourtant il s'en est vendu des milliers. La seule chose qui peut casser à la limite, c'est cette partie-là, c'est la poignée qu'on vend séparément, mais c'est pareil, ça casse quasiment jamais, c'est impossible. C'est une pelle qui est faite en un morceau. Il y a des petites dents pour bien pénétrer le sol. Vous avez juste à l'aiguiser. Et c'est une pelle qui ne fait que, par rapport à celle-ci, vous voyez, elle fait 5 cm de plus en longueur. Donc vraiment, elle tient sans problème dans votre sac à dos. Bon, par contre, elle est un petit peu plus lourde, elle fait le double de poids par rapport à ces pelles-là, mais on ne peut pas tout avoir. Là, vous avez la robustesse, là, vous avez la légèreté. Voilà, tout simplement. On espère que cette petite vidéo comparative vous aura aidé à faire votre choix et surtout, grâce à cet outil, vous ne manquerez jamais à l'appel. Bon les amis, l'émission est déjà terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a donné des infos pour les personnes qui souhaitent commencer la détection et qui se posaient un petit peu de questions. Ça fait du bien aussi un petit rappel pour nous les détectoristes, on va dire non débutants, ou pour les plus confirmés aussi. Voilà, donc je vous dis à mercredi prochain pour une autre émission. Et n'oubliez pas, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui restent dans leur canapé et ceux qui creusent. Nous, on creuse. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, mettez des commentaires et n'oubliez pas surtout, pour les notifications, pour le partage de chaque émission, n'oubliez pas de mettre la petite clochette avec les 2 petits traits en haut. Voilà, allez à mercredi prochain.